Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélien-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 16 au 22 octobre. Nous commençons cette semaine avec la ville de Mont-Tremblant qui est fière de dévoiler la programmation Première Scène 2024 qui promet une année empreinte d'émotions, de rencontres mémorables et de prestations uniques à ne pas manquer. 15 artistes de la scène musicale et de l'humour provenant des quatre coins du Québec vous donnent rendez-vous, certains en formule debout, dans l'ambiance feutrée de la salle de spectacle de l'église du village. Consultez la programmation à villedemontremblant.qc.ca/première scène et réservez vite vos billets avant que les spectacles n'affichent complet comme l'année dernière. Après 3 albums et des années de tournée mouvementée, Matt Holubowski livre sur scène son 4e opus sorti en mars 2023, Like Flowers on a Molten Lawn, comme une renaissance au printemps, résultat d'un regain d'amour, d'énergie et d'espoir pour la vie et la musique. L'auteur, compositrice et interprète Ellie Sapi fait résonner la culture inuite avec finesse en conjuguant modernité et tradition. Son spectacle Inuktitut met en lumière la sensibilité de l'artiste Inuk sur des classiques pop des années 60 à 90, traduits dans son langue maternelle. Ingrid Saint-Pierre dévoile une facette plus ancrée de sa poésie avec son nouveau spectacle intime et doux, Reine. Plus assumée, frontale et sans détour, elle raconte et invente la beauté qui pétille comme feu de Bengale sur un gâteau d'anniversaire. Après 2 spectacles à succès, l'humoriste Catherine Levac remonte sur scène, fidèle à elle-même, vive, sarcastique, tranchante, portant un regard décalé sur la réalité. Son humour pince sans rire et intelligent garantit une soirée des plus réussies. Le concert Échappé à la nuit marque le retour sur scène du duo Les Sœurs Boulay, où elles se lancent dans un virage légèrement plus électro. Plus en mouvement que jamais sur scène, elles déploient leur vieux succès dans l'écrin d'un son renouvelé. Après son virage de DJ à auteur-compositeur-interprète, Robert propose une musique festive et audacieuse, quelque peu hétéroclite, sur des mots empreints de transparence et de vulnérabilité. Son succès est déjà international. Retrouvez Pierre Flynn, seul en scène, en tête-à-tête et en cœur à cœur, dans un spectacle marquant plus de 50 ans de vie artistique. Avec Sur la route, l'auteur-compositeur voyage en toute liberté par les sentiers tantôt familiers, tantôt plus discrets de son parcours, à travers des confidences et des souvenirs d'où s'échappent sa voix et sa poésie. Pour célébrer plus de 2000 concerts sur 4 continents et un 11e album en 20 ans, la formation Folktrad, Le Vent du Nord, s'arrête à Mont-Tremblant. Récipiendaires du Félix de l'année traditionnel, les 5 chanteurs multi-instrumentalistes invitent leur public à découvrir les pièces de musique traditionnelle québécoise qui touchent le cœur depuis 20 ans. Vous avez aimé votre fin de soirée lors de la dernière fête nationale, alors allez danser à nouveau avec le célèbre DJ Minimétrique et ses amis électro sur leur rythme house, disco, soul et danse. Nourri par le voyage, la photographie et le cinéma, le vétéran de la scène électronique québécoise promet une soirée électrisante jusqu'aux petites heures du matin. Pour son spectacle Zayon, l'artiste Fouki fusionne les genres et fait danser les corps sur un rythme bien à lui dans un humour décalé. Tout un univers à découvrir. Ping Pong Go est le projet de musique instrumentale du pianiste Vincent Gagnon et du batteur P.E. Baudouin que vous avez pu voir en accompagnement d'Hubert Lenoir, Lou Adrienne Cassidy, Keith Kuna, Tire le Coyote, Ariane Roy et Gabriel Schank pour ne nommer que ceux-ci. Inspiré par le jazz rock, la musique de jeux vidéo vintage et le rock alternatif, le groupe transcende son énergie et une adolescence tardive dans une musique immature et décadente. Avec leur premier spectacle en français sous le nom de Fred Dispo, les musiciens de Foreign Diplomats proposent des sonorités teintées d'influences alt country et des envolées musicales qui sauront plaire. Le groupe montréalais Comment de bord débarque à Mont-Tremblant avec un spectacle rock décontracté et rassembleur. Sans compromis sur le groove, la bande explore les textures chaleureuses de la musique des années 70 en y apposant des textes poétiques attachants. Une ambiance festive qui se termine sur le plancher de danse. Pour sa 28e édition, le Festival du film de montagne de Banff présente les exploits inspirants d'aventuriers et aventurières téméraires au cœur de territoires sauvages. Des images à couper le souffle. Dans le cadre des Journées de la Culture 2024,
La ville de Mont-Tremblant accueillera Roman Zavadava et son nouveau projet Forêt pour 2 pianos. L'artiste utilise certaines technologies d'échantillonnage qui plongent le public dans un univers fascinant. Pour toute question, vous pouvez contacter le service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire au 819-425-8614 ou au culture et loisirs à commercial ville-de-Mont-Tremblant.qc.ca. L'abondance et la diversité des milieux naturels sur le territoire sont les plus grandes richesses de Mont-Tremblant. La préservation et la mise en valeur de ces milieux naturels sont des priorités pour la ville. Il s'agit d'ailleurs de l'une des grandes orientations qu'elle s'était donnée dans le cadre de sa planification stratégique 2019-2023. De ce fait, la ville s'est récemment associée à l'organisme Éco-Corridor Laurentien pour élaborer un tout premier plan directeur de conservation et de mise en valeur des milieux naturels du territoire de Mont-Tremblant. Dans le cadre de cette démarche, la ville souhaite sonder sa population afin d'identifier les milieux naturels qui lui tiennent à cœur et déterminer quels sont les critères qui devraient, selon les habitants, guider la décision de conserver un milieu naturel plutôt qu'un autre. La ville invite donc ceux et celles qui le souhaitent à répondre à un court sondage d'environ 15 minutes préparé par le partenaire Éco-Corridor Laurentien avant le 22 octobre. Le sondage est disponible sur le site web de la ville de Mont-Tremblant. La période d'inscription au programme municipal de ski alpin et de planche à neige de Mont-Tremblant, initialement prévu du 2 au 13 octobre, est déplacée du 18 au 30 octobre. Ce programme est offert aux enfants de 4 à 12 ans résidant à Mont-Tremblant et détenant la carte Accès Mont-Tremblant. Si votre enfant ne détient pas encore sa carte Accès, voilà donc une belle occasion de lui procurer. La ville de Mont-Tremblant souhaite aviser les résidents desservis par le réseau d'aqueduc municipal que des travaux de rinçage du réseau et d'inspection seront réalisés dans les prochaines semaines. Il est possible que vous constatiez une baisse de pression ainsi que la présence d'eau trouble ou colorée. En cas d'eau trouble ou colorée, faites couler l'eau froide jusqu'à ce qu'elle redevienne incolore. Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec le service des travaux publics au 819-425-8614. Depuis le 29 septembre, les heures d'ouverture de l'éco-centre régional de Mont-Tremblant sont prolongées les vendredis soirs pendant 5 semaines. Cette bonification de l'horaire permettra d'offrir une plage horaire additionnelle en cette période de l'année particulièrement achalandée. Jusqu'au 29 octobre, l'éco-centre sera ouvert du mardi au jeudi de 9h à 16h30, le vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 15h. Les citoyens de la MRC de Laurentides ont accès gratuitement au site sur présentation d'une preuve de résidence. La MRC et la ville de Mont-Tremblant souhaitent ainsi encourager les résidents et résidentes à planifier leur ménage d'automne de manière éco-responsable en apportant à l'éco-centre les matériaux qui peuvent être récupérés et valorisés. La liste des matières acceptées et refusées est disponible sur traindeviedurable.com. La population est invitée à faire preuve de patience et de courtoisie avec le personnel sur place, particulièrement lorsque le temps d'attente semble plus long. Pour éviter les périodes d'achalandage, il est recommandé de reporter toute visite non urgente à l'éco-centre et de privilégier les plages horaires offertes de jour la semaine. La MRC de Laurentides encourage les citoyens à participer à la réduction des déchets destinés au site d'enfouissement. Par ailleurs, il est important de bien trier les articles par matière ou catégorie avant de se déplacer à l'éco-centre. Le triage des matériaux à l'avance a pour effet de réduire le temps de déchargement dans les conteneurs et de faciliter la circulation des véhicules sur le site. Revenez-nous après la pause. Nous avons maintenant l'énorme privilège d'avoir en studio notre chroniqueuse santé et bien-être, Cassiopée Boulard. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, et toi? Très bien, merci beaucoup. J'aimerais commencer aujourd'hui en te demandant quelles sont les grandes tendances, les tendances les plus importantes dans le domaine de la santé et du bien-être au Québec et quels sont les enjeux que visent à solutionner ces grandes tendances-là. Tendance est une grande question au niveau bien-être. C'est sûr qu'on vit dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de personnes qui... la vie va très vite. Travail, enfants, tout ça, donc de coopérer avec tous leurs aspects de leur vie. Donc, c'est sûr, au niveau de l'anxiété, il y a beaucoup de gens qui ont des besoins. Donc, tantôt, je vais faire une capsule là, sur respirer, juste apprendre à respirer. Donc, il faut beaucoup revenir aux bases, la gestion des émotions, la communication.
sont des aspects qui sont vraiment, vraiment importants. Bien, c'est sûr qu'on peut parler de l'exercice physique, d'augmenter au niveau de l'exercice physique, l'alimentation et tout ça. Fait que je te dirais que c'est les plus grands volets. Puis les enjeux, bien, c'est sûr que ça va toujours avec comment intégrer, comment changer nos routines de vie. Fait que c'est sûr que c'est pas évident pour beaucoup de personnes. Je suis une personne assez sceptique par rapport à tout ce qui est santé, bien-être. J'aimerais savoir comment est-ce que une chose aussi simple que juste la respiration peut aider quelqu'un avec son anxiété. Parce que le sport, l'activité physique, je vois comment ça pourrait aider quelqu'un parce que quelqu'un qui court, quelqu'un qui fait de l'exercice, ça va libérer des produits chimiques, la personne va mieux se sentir, va mieux aller. Mais une chose comme respirer, pendant laquelle tu restes sur place et qui fait juste engager quelques muscles, j'ai de la difficulté à voir comment ça peut aider quelqu'un avec quelque chose d'aussi gigantesque que sa santé ou son bien-être. Très bonne question. En fait, il y a plusieurs études qui ont été faites, puis il y a un livre justement qui a été sorti, Breath, Respirer, qui est super intéressant là-dessus, qui, la majorité des personnes, ils respirent beaucoup trop vite. Donc, quand on respire plus vite, on a moins d'oxygène. Donc, tu sais, quand on inspire, on amène l'oxygène dans les poumons. Quand on expire, on émet du CO2. Fait que quand on n'a pas assez d'oxygène au cerveau, bien, tout notre corps, en fait, on va dire que c'est le système sympathique qui s'active. Donc, on va être en mode survie. Donc, là, tout le corps est en fonction, est accéléré, les pupilles plus dilatées, le système digestif va carrément s'arrêter. Donc, ça entraîne plusieurs maladies, plusieurs difficultés de gestion d'émotions aussi parce qu'on est toujours à bout puis les idées vont moins. Donc, c'est sûr que oui, ça peut paraître respirer, mais oui, on doit apprendre à respirer. On doit apprendre à... Bon, tu sais, j'ai des techniques de combien de temps inspirer, combien de temps expirer. Ça allait être ma question. Quelle est la longueur optimale d'une inspiration puis la longueur optimale d'une expiration? Ben c'est ça, en fait, je vais en parler aussi, je peux en parler très, très longtemps, mais c'est sûr, dès qu'on est stressé, qu'on est dans un état, on dirait, vraiment d'anxiété profonde, on va demander d'inspirer 4 fois par le nez et d'expirer 4 fois 4 secondes par la bouche. Fait que c'est 4 secondes. Oui, bien, au début. Puis après ça, il y a différentes techniques en 3 temps, en 4 temps. Donc, qui est de garder la respiration. Après ça, quand on expire aussi, c'est de laisser les poumons vides. Mais c'est vraiment prouvé tout au niveau sportif, au niveau de plus en plus médical. C'est sûr que les médecins ne vont pas dire « Ah, respire de telle façon », mais tout dans le domaine holistique. Puis de plus en plus de coachs pratiques dans tous les domaines de la santé connexes vont intégrer de plus en plus. Je crois que l'important aussi, c'est que lors de ces exercices de respiration, l'essentiel, c'est de tenter le moins possible de penser à autre chose. C'est de penser exclusivement au processus de respiration, ce que je trouve extrêmement difficile et impossible, dans le sens où je ne suis pas une personne stressée, mais si je m'installe et je tente de me concentrer sur juste ma respiration, ça va me stresser. Parce que je suis pas capable. Je suis incapable. Ma tête va à 1001 endroits différents. C'est pas une question d'anxiété, c'est pas une question de stress, c'est une question d'activité cognitive. Je tente de penser à tout plein de choses en même temps. Donc, m'éloigner de ça, même si c'est pour juste un bref moment, je suis incapable de le faire. Qu'est-ce que serait le truc pour une personne comme moi qui veut tenter cela? Bien, tu sais, je te dirais d'abord que moi, je me disais que je faisais pas d'anxiété puis je vivais pas de stress parce que je voulais, moi, être au-dessus de mes affaires généralement dans ma vie. Puis on associe à être stressé que c'est pas bon, c'est ci, c'est ça. Mais quand j'ai commencé à faire de la méditation, technique de respiration, j'ai vraiment constaté que j'en faisais. Okay. Parce que je voyais comment que je respirais pas bien. Puis ce qui arrive, c'est que plus qu'on respire rapidement, on va respirer de la cage thoracique. Donc, c'est ça, ça fait que tout notre corps est en réaction de mode survie, en fait. Puis même que l'on devient des experts parce que les gens me disaient « Ah, pourtant, t'as l'air calme, là, mais c'était beaucoup la nuit que je dormais pas. J'avais plein d'idées tout le temps qui me venaient, fait que t'es comme la hamster. » Ouais, mais est-ce que
pensée, est-ce que quantité de pensée importante égale nécessairement stress et anxiété? Mais en fait, c'est lorsque, comme moi, c'est que j'avais plus aucun contrôle sur mes pensées. Fait que ça allait dans tous les sens et souvent, c'est des pensées négatives qui sont reliées à des peurs, à des événements qu'on a vécu. Parce que l'anxiété, c'est de vouloir, c'est d'être dans le futur. C'est de vouloir, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. On a peur à cause de notre passé de qu'est-ce qui peut arriver dans le futur. Fait que la respiration permet de connecter avec ton corps, avec le moment présent. Et de plus libérer notre esprit. Fait que tu es en train de me dire qu'il y a des personnes pas stressées, pas anxieuses du tout, qui ne pensent pas au futur? Parce que tu dis que le stress, c'est de penser trop au futur. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas stressées, qui ne vont pas du tout penser à ça? En fait, le stress fait partie de la vie. Tu sais, il y a un livre qui a été fait par amour du stress, là, c'est que ça fait partie de la vie. On va vivre des situations nouvelles. On va, c'est d'avoir, par exemple, la conscience de justement comment qu'on respire, de prévoir certains événements, puis de comprendre aussi, il y a le livre Le pouvoir du moment présent, qui, dans le fond, le seul moment qui existe, c'est le moment présent. Sauf que d'être conscient de ça, puis vraiment l'intégrer dans notre vie qui va très, très, très rapidement, c'est difficile. C'est que ça prend de la pratique, ça prend de l'investissement dans notre vie, de la prise de vraiment aller maximiser notre santé dans notre vie, de prioriser qu'on veut obtenir un état de calme, puis quand on est calme, on prend des meilleures décisions pour nous et pour les autres. OK. Si je te dis que j'ai essayé respiration, me concentrer là-dessus, je ne serai jamais capable de faire ça. Prenons cela pour acquis. Ouais. Quels seraient, pour une personne comme moi alors, d'autres trucs et astuces qu'on pourrait utiliser pour diminuer le stress? Est-ce que c'est de l'encens? Est-ce que c'est du sauge? Est-ce que c'est une chandelle odorante à la lavande tous les soirs? Quels sont donc les trucs et astuces pour des gens comme moi, assumant qu'une personne comme moi ne sera jamais capable de se concentrer sur la respiration? Bien, c'est sûr que je veux dire que dès qu'on se dit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, on ne sera pas capable. Fait que c'est sûr que ça peut partir, tout part de l'intention, du pouvoir de l'intention et d'y croire qu'on est capable. T'sais, fait que ça, c'est très puissant. Il y a plein d'outils qu'on peut intégrer dans notre quotidien, autres que la méditation et le breathwork, mais ça, moi, c'est sûr que je l'ai fait et ça a changé ma vie. Fait que moi, en coaching, c'est sûr que je l'inclus le plus possible, mais les gens incluent ce qu'ils veulent. Le fait de la routine du matin est super puissante aussi. Fait que déjà, de préparer sa journée, d'écrire ses objectifs pour la journée peut diminuer le stress de savoir où est-ce qu'on s'en va pour sa journée. Peut être un truc. La nature, aller en nature, faire du sport va permettre vraiment de relâcher les tensions. Fait que oui, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites autres, mais je te dirais que la base de respirer qui est tellement naturelle, mais qui malheureusement... Parle-moi un petit peu le pouvoir des affirmations, parce qu'on a tous des objectifs. Moi, j'en ai. Je sais ce que je veux réaliser, je sais ce que je veux accomplir dans ma vie personnelle, à la job. Je le sais. Ils sont là, je les connais. Parle-moi de l'importance et de ce que ça apporte de les mettre par écrit. Parce que moi, je fais pas ça. Comme je te dis, je les ai dans ma tête, je les connais. J'ai pas besoin de les mettre par écrit. Mais donc, les affirmations, cette théorie-là ou cette façon de faire-là dit que ça aide de le mettre par écrit. Oui, parce que ça l'extérieur, tu sais, ça le met sur papier, ça l'enlève de ta tête parce que notre cerveau, souvent, on est comme, je suis capable, c'est là, mais au moins, quand c'est mis sur une feuille, c'est comme, OK, là, je l'ai visualisé, c'est sorti de ma tête. C'est comme des personnes qui vivent des expériences, là, bon, tu sais, on s'est chicané avec quelqu'un ou quoi que ce soit, ben, je vais dire, écrit. Tu sais, tout ce qui se passe, tout ce qui sort, fait que ça l'extériorise, qu'est-ce qui est dans notre cerveau. Ça nous permet plus de prendre un recul sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est sûr que le journaling est vraiment un outil super puissant qui, ben c'est ça, pour plusieurs, soit libérer nos émotions, soit pour justement écrire qu'est-ce qu'on voudrait écrire à une personne avant de lui parler, avant que ça sorte un peu tout croche et tout ça. Ça peut avoir ça comme objectif. Puis d'écrire, ben c'est ça, nos visualisations, c'est quoi nos objectifs de la semaine, de la journée, de 3 mois. Ben ça permet aussi de pouvoir y revenir, puis que c'est établi de façon écrite, c'est plus puissant. C'est vraiment déterminé. Donc l'important, puis l'objectif de ça, c'est d'extérioriser les éléments fâchants ou les éléments émotionnels qui sont dans son cerveau. Ouais. Donc est-ce que ce serait tout aussi efficace d'aller se promener dans une forêt et de juste crier? Parce que ça c'est les émotions
qui sortent. On les met pas par écrit, mais elles sortent. Ouais. Donc ça, ce serait tout aussi efficace que du journaling. Ou- Vraiment, tu sais. Pour vrai? Ben oui, crier, c'est vraiment un aspect. Ouais. Oui, tout à fait, parce que Ok. c'est ça, ça sort. Tu sais, ce qu'on veut, c'est parce que, comme Einstein disait, tout est énergie. Oui, bien sûr. Donc, on est toute énergie. Donc, c'est sûr que lorsqu'on vit des choses, justement, on respire plus difficilement. Donc, on vient stocker des nœuds, qu'on peut dire. Et ça fait que notre circulation se fait moins bien. Tu sais, on est plus tendu souvent les épaules, tout ça. Notre corps réagit à toute émotion négative. J'aime pas trop ce mot-là, parce que toute émotion est accueillie. Mais le fait de faire circuler par bouger, par crier, par, ben c'est ça, communiquer, c'est sûr, à une personne, on ne voudra pas crier, on va vouloir justement... Ça dépend de la personne. Ouais, mais c'est sûr que c'est qu'est-ce qu'on veut éviter, c'est de la communication consciente qui vient plus qu'on est connecté à qui nous sommes, nos émotions, puis on est capable de les exprimer. Ça, c'est un grand enjeu pour plusieurs personnes. Coupable. Ben moi aussi, c'est encore un défi, mais je me suis beaucoup améliorée parce qu'effectivement, tous les petits outils, on est le résultat de toutes les mini-actions qu'on fait à chaque jour. Fait que toutes ces mini-actions-là que j'aide les gens à intégrer dans leur vie pour connecter à soi, aux autres, ça fait des différences, mais tout changement, il y a une grande résistance parce que l'ego, le mental est habitué d'une certaine manière. Et il y a lui, il ne veut pas changer. Là. Est-ce qu'il faut le faire rapidement? Disons que, élément déclencheur, il y a un instant, quelque chose arrive, éveille en moi un sentiment, une émotion négative. Est-ce que je dois l'extérioriser immédiatement? Est-ce que je dois l'écrire immédiatement? Est-ce que je dois crier immédiatement pour le libérer le plus rapidement possible? Et si je le garde dans l'intérieur de moi jusqu'à la fin de la journée, c'est encore plus négatif? Est-ce que c'est like un compound movement? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le faire tout de suite? Bien, c'est sûr que, tu sais, c'est ça, souvent, c'est que les gens sont tellement occupés qu'ils vont toujours vouloir éviter, tu sais, c'est un mécanisme de vouloir éviter d'aller là, tu sais, dans ces zones-là qu'on associe à de la souffrance. Fait que c'est sûr que oui, dès qu'on vit quelque chose intérieurement, tu sais, moi, je le ressens au niveau du cœur, j'ai comme le cœur qui devient serré lorsque j'ai une situation. Il y en a d'autres qui vont avoir mal au ventre, il y en a qui vont avoir mal à la tête, notre corps nous parle. Fait que c'est sûr que dès que ça l'arrive, oui, c'est d'utiliser, si on peut utiliser un outil, même d'écouter de la musique douce, c'est ça dans la forêt, oui, c'est sûr que le plus rapidement que c'est, le mieux que c'est. Okay. Mais c'est sûr que chacun leur outil, chacun leur méthode, mais déjà au moins d'identifier, d'être capable d'identifier nos émotions, que ça, on n'apprend pas malheureusement à l'école. De plus en plus, là, mais quand même, ça permet mieux de se comprendre soi-même et de se comprendre aussi, d'être capable de le communiquer avec d'autres personnes. Fait que ça, moi, je mise beaucoup là-dessus, même d'intégrer ça là, le plus possible dans le système d'éducation pour que les gens soient outillés. Katia, c'était très, très, très... On a déjà fait 15 minutes, c'est pas suffisant. Il va falloir que tu reviennes nous parler. Ouais. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Puis à la prochaine, merci. Merci. Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tient du 20 au 29 octobre, le Service de l'environnement et du développement durable de Mont-Tremblant aura le plaisir d'accueillir la conférencière Mélissa de la Fontaine qui présentera sa conférence Tendre vers le zéro déchet le 24 octobre prochain. En 2013, Mélissa adoptait comme résolution du jour de l'an de tendre vers un mode de vie zéro déchet. Dans sa conférence, elle raconte les hauts et les bas des dernières années de cette belle aventure. Ses succès et ses échecs, ses bons comme ses moins bons coups. Sans prétendre détenir la recette ultime du zéro déchet, elle partage ses trucs et astuces ainsi que ses réflexions sur notre façon de consommer et parfois de surconsommer. Mélissa de la Fontaine est cofondatrice de la coopérative Incita qui a pour mission de contribuer à construire une société respectueuse de la nature et de l'humain. Pour ce faire, cet organisme accompagne et outille les transitions zéro déchet. À travers ses conférences et ateliers, elle a eu la chance de partager ses réflexions et de proposer des solutions concrètes aux enjeux du quotidien pour vivre mieux avec moins. Grâce à son dynamisme et son esprit de synthèse, elle réussit à vulgariser et à rendre accessible le mode de vie zéro déchet tout en motivant les participants à passer à l'action. Vous êtes donc invité à participer à cette conférence gratuite de 90 minutes qui se tiendra le 24 octobre à 18h30 dans la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville.
Les inscriptions se font en ligne et les places sont limitées. Elles se font au ville-de-mont-tremblant.qc.ca/0-déchets. Pour aller plus loin, une deuxième conférence, au-delà du zéro déchet, se tiendra le 21 novembre. Restez à l'affût pour tous les détails et pour connaître la date d'ouverture des inscriptions. Si vous avez des questions, contactez le service de l'environnement et du développement durable au 819-425-8614 ou par courriel à environnement@ville-de-mont-tremblant.qc.ca. À l'occasion du 40e anniversaire de la MRC des Laurentides, c'est à bord d'un autobus que les élus se sont réunis les 14 septembre et 4 octobre dernier pour une tournée de l'ensemble des villes et municipalités du territoire de la MRC. Événement rassembleur, fédérateur et surtout formateur, chaque représentant a pris la parole devant ses pairs lors du passage dans sa municipalité pour y présenter ses attraits, ses défis et enjeux, ses réussites et projets d'avenir. Le rôle de maire ou de mairesse d'une municipalité est bien connu et au Québec, leur fonction comprend également une responsabilité régionale. Pour l'exercer, ils doivent siéger au Conseil des maires d'une MRC. C'est le cas pour les 20 maires et mairesses de la MRC des Laurentides. Consciencieux et dans l'objectif de prendre des décisions régionales éclairées et en parfaite connaissance de cause, ces derniers se sont prêtés à l'exercice d'une tournée de chacune des 20 villes et municipalités. Réparti sur 2 jours complets, ce circuit a permis de joindre l'utile à l'agréable en sillonnant le territoire de la MRC tout en renforçant les liens entre les représentants de chacune des villes et municipalités. L'objectif principal de ces échanges était le partage des enjeux et défis de l'ensemble du territoire afin de permettre aux élus de prendre des décisions d'un point de vue régional pour le bénéfice de l'ensemble de la population permanente et de villégiature de la MRC. Plusieurs constats ont été soulevés, comme l'augmentation significative de la population sur tout le territoire ces dernières années. Face à cette hausse, plusieurs défis et enjeux communs ont été identifiés, tels que sauvegarder ou augmenter les services de proximité, recruter des responsables de services de garde en milieu éducatif, solutionner la pénurie de logements abordables, sensibiliser les automobilistes pour réduire leur vitesse aux abords des écoles et partager la route avec les cyclistes, qui sont nombreux sur le territoire, et entretenir un vaste réseau de chemins municipaux répartis sur 2500 km². Chaque participant a exprimé avec fierté les attraits de son territoire et tous étaient unanimes sur une richesse commune, la nature. Celle-ci se doit d'être préservée et sauvegardée face aux défis des changements climatiques. Parcs, forêts, lacs, sentiers de vélo, de raquettes, de ski, parois d'escalade, toutes les villes et municipalités de la MRC sont riches d'attraits récréotouristiques. En 2018 se déroulait avec succès la première édition de la Tournée des maires. Cette activité découlait de la planification stratégique de la MRC qui avait pour objectif d'offrir à ses élus l'occasion d'acquérir une meilleure connaissance des enjeux et des opportunités de l'ensemble du territoire. 5 ans après la première édition, ils se sont de nouveau réunis dans la bonne humeur pour mieux connaître les 20 villes et municipalités de ce territoire d'exception. La ville de Saint-Sauveur invite ses résidents intéressés par l'urbanisme, l'architecture, le patrimoine et l'aménagement à soumettre leur candidature pour un poste au sein du Comité consultatif d'urbanisme, aussi appelé le CCU. 2 postes vacants doivent être comblés en vue d'une implication devant débuter en janvier 2024. Le CCU joue un rôle actif dans la planification du territoire. Le principal mandat de ce comité est de fournir des recommandations au conseil municipal sur les sujets se rapportant à l'aménagement du territoire. Il étudie les demandes qui concernent notamment les dérogations mineures au règlement d'urbanisme, les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, les demandes d'usage conditionnel et tout autre mandat que le conseil pourrait lui confier. Ce comité est composé de 2 membres du conseil municipal ainsi que de 5 membres citoyens et il est assisté par la direction du service de l'urbanisme. Il siège à huis clos 1 fois par mois, généralement le dernier lundi du mois. Les rencontres sont généralement d'une durée de 2 à 3 heures. Le mandat des membres peut être renouvelé annuellement pour une période maximale de 5 ans. Les candidats doivent être résidents de la ville de Saint-Sauveur, avoir une bonne connaissance du territoire de Saint-Sauveur, être dynamique, avoir un esprit ouvert et critique, faire preuve de jugement et d'analyse, détenir une expertise dans le domaine de l'urbanisme, du design, de l'environnement, de l'architecture du paysage, de la construction, de l'architecture ou du patrimoine.
Toute personne intéressée est invitée à soumettre sa candidature au service de l'urbanisme en incluant son CV ainsi qu'une lettre d'intention décrivant son intérêt, sa motivation et ses compétences pour ce mandat. Les documents doivent être transmis par courriel à l'attention de Nicolas Meilleur à l'adresse nmeilleur@commercialvss.ca au plus tard le 20 octobre à midi. Les entrevues se dérouleront le mardi 7 novembre 2023 en après-midi et en début de soirée. Les personnes choisies par le comité de sélection seront par la suite nommées par résolution du conseil municipal à la séance du 20 novembre 2023. Leur mandat au sein du CCU débutera en janvier et une formation préparatoire leur sera offerte au préalable. De plus, une formation obligatoire aux frais de la Ville devra être suivie au cours des premiers mois du mandat. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de cet appel de candidature, vous pouvez communiquer avec le service de l'urbanisme de la Ville de Saint-Sauveur. Au fil des ans, la Ville de Saint-Sauveur a développé des pôles de sentiers afin de permettre aux amoureux de la nature d'y pratiquer plusieurs activités en toute saison, que cela soit la randonnée pédestre, de la raquette ou du patin. Actuellement, elle opère 2 pôles de sentiers officiels sur son territoire, soit le parc John H. Molson sur la rue Viviane, ainsi que le réseau La Marquise sur la rue du Domaine de la Marquise, totalisant 6 km. Elle souhaite à terme les bonifier significativement. Pour réaliser cet objectif qu'est le développement et la pérennisation du réseau de sentiers sauverois, plusieurs actions concertées sont nécessaires impliquant différents acteurs du milieu. La Ville est à réaliser plusieurs de ces actions, dont voici un aperçu. La phase 1 en continu prévoit l'acquisition d'espaces naturels. Pour acquérir et préserver des espaces naturels, la Ville se prévaut de la contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, et ce, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Cette contribution lui permet d'exiger aux propriétaires fonciers la cession d'une partie de leur terrain ou une contribution financière lors d'une demande de permis de lotissement ou de construction. Grâce à cette contribution, la Ville possède actuellement plus de 10 millions de pieds carrés d'espaces naturels dédiés à la conservation et au développement de réseaux de sentiers non motorisés. Uniquement dans la dernière année, la Ville a acquis plus de 1 million de pieds carrés en terrain et en servitude dans le but de pérenniser des sentiers existants ou de les bonifier. Lorsque la Ville acquiert des espaces naturels, elle se doit d'exécuter des vérifications des rigueurs ainsi que des aménagements qui répondent à ses obligations légales. En voici donc quelques exemples. Lorsque la Ville choisit de convertir un espace naturel en sentier, elle doit entreprendre des travaux permettant de rendre celui-ci conforme aux normes en aménagement de sentiers en vigueur et sécuritaire à la pratique des activités qui y sont prévues. Tout aménagement de sentier municipalisé doit être réalisé conformément aux obligations inscrites dans le contrat d'assurance de la Ville. Cette disposition prévaut pour la sécurisation des lieux ainsi que pour l'aménagement. Les espaces naturels acquis doivent faire l'objet d'une analyse inhérente à la préservation des milieux naturels, et ce, pour des raisons environnementales. Lorsque le parcours d'un sentier municipalisé se prolonge sur un terrain privé, la Ville doit conclure des ententes avec les propriétaires quant au droit de passage. La phase 2 du projet est en cours et dressera le portrait de la situation actuelle. La Ville est à colliger les informations relatives au réseau de sentiers à potentiel de développement sur son territoire et à relever les différents enjeux propres à chacun. Parmi les sites identifiés, mentionnons celui du Cap Molson, acquis par la Ville en octobre 2021. La terminaison du portrait du réseau sauverois est prévue d'ici la fin de l'année 2023. La phase 3, réalisée en juin 2023, était un sondage populationnel. En juin 2023, la Ville a sondé la population afin de mieux cerner ses besoins, attentes et préoccupations à l'égard des sentiers de Saint-Sauveur. Parmi les plus de 300 répondants, 98% ont signifié qu'ils fréquenteraient les sentiers sauverois, advenant une bonification du réseau, et considèrent que le développement de sentiers aura un impact positif à très positif sur la qualité de vie des Sauverois. La phase 4, prévue à l'hiver 2023-2024, sera une consultation des élus municipaux. À la lumière des conclusions du portrait du réseau Sauverois et des résultats obtenus lors du sondage, les élus municipaux se rencontreront pour effectuer un processus d'analyse et ultimement statuer sur une vision à long terme. La phase 5, au printemps 2024, sera la diffusion publique sur la vision. Une fois la vision confirmée par les élus municipaux, celle-ci sera diffusée publiquement, incluant les projets prioritaires à réaliser ainsi que les investissements financiers. La Ville s'engage à informer la population des différents avancements en lien avec le développement et la planification du réseau de sentiers à Saint-Sauveur.
Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des sentiers officiels de la ville et pour connaître les règles d'usage, visitez la section Parcs et sentiers du site web de la ville de Saint-Sauveur. Prévost devient la première ville au Québec à adopter un règlement sur la décarbonation. L'usage du gaz sera réglementé dans les nouveaux bâtiments de son territoire à compter du 31 décembre 2023. La ville innove une fois de plus en matière de protection de l'environnement en devenant la toute première ville au Québec à adopter un règlement visant la décarbonation des bâtiments de son territoire. Dans le but de réduire l'émission des gaz à effet de serre, cette réglementation limitera l'usage du gaz propane et naturel dans les futurs bâtiments résidentiels et institutionnels de la municipalité, et ce, à compter du 31 décembre 2023. Il sera alors interdit d'installer certains nouveaux appareils alimentés au gaz, une alternative électrique étant disponible. En implantant ce nouveau règlement, la Ville souhaite sensibiliser sa population aux impacts de l'utilisation du gaz naturel comme source d'énergie sur la santé et l'environnement. Afin de répondre à certaines préoccupations des citoyens émises lors de consultations menées plus tôt cette année, les installations existantes en date du 31 décembre 2023 bénéficieront d'un droit acquis et pourront être maintenues et réparées sans aucune restriction. L'usage des appareils de chauffage au bois demeure pour sa part permis, sauf lors des périodes d'avertissement de smog. Toutefois, si une panne électrique devait survenir lors d'une telle période, l'usage d'appareils de chauffage au bois serait alors permis. Notons aussi que les cuisinières au gaz et le barbecue ne sont pas visés par cette nouvelle réglementation. Pour tout savoir sur le nouveau règlement, visitez la page web ville.prévost.qc.ca/maville/environnement/décarbonation. Cette nouvelle mesure s'inscrit dans le cadre du virage vert, démarche comprenant 150 actions visant une réduction des impacts environnementaux sur son territoire. Parmi les plus récentes initiatives dans ce domaine, mentionnons le programme Éco-choix, implanté depuis 2022, dont l'élément phare est le premier règlement québécois en éco-fiscalité ciblant les matières résiduelles et les choix de consommation. Celui-ci implique l'ajout d'une redevance de quelques sous sur différents produits à usage unique, ainsi que l'interdiction de vente ou de fournir des articles à usage unique et l'obligation de vente et de fourniture de produits en vrac en magasin. Revenez-nous après la pause. La municipalité de Val-Morin annonce qu'elle consultera les citoyens au sujet de son règlement concernant les nuisances. Plus spécifiquement, elle abordera les articles traitant de l'entretien de la végétation sur les terrains. Ces dernières semaines, des citoyens de Val-Morin ont manifesté le désir que soit revu le règlement concernant les nuisances, plus particulièrement ce qui touche l'entretien de la végétation sur les terrains. En effet, l'actuel règlement numéro 575 indique que le fait de laisser des broussailles ou de l'herbe d'une hauteur supérieure à 30 cm sur un terrain dans les espaces verts constitue une nuisance. La consultation de la population permettra d'évaluer les avantages, les inconvénients ainsi que l'acceptabilité sociale de différentes options possibles pour l'entretien des espaces verts. En effet, les points de vue en lien avec ce sujet sont nombreux. Par exemple, alors que certains peuvent évoquer la valeur esthétique d'un gazon entretenu ou encore le contrôle plus facile des espèces plus nuisibles aux humains comme l'herbe à poux, d'autres peuvent souhaiter diversifier ces espaces verts, notamment dans une perspective de protection de la biodiversité et de résilience face au changement climatique. Ainsi, dès la mi-octobre, et ce pour une période de 2 semaines, une plateforme de consultation web sera mise en place afin de recueillir l'avis, les idées et les préoccupations des résidents au sujet de l'entretien des espaces verts. Cette méthode participative favorisera la contribution d'un grand nombre de citoyens et permettra de réunir à un même endroit plusieurs informations et outils de consultation. À la fin de l'automne, les élus municipaux pourront donc se pencher sur la question et selon les résultats de la consultation, prendront une décision quant à la révision ou non du règlement. Toutes les informations relatives à la consultation seront diffusées au début du mois d'octobre sur le site web de la municipalité ainsi que sur ses réseaux sociaux. Dans le cas où l'accès à la plateforme web représenterait un enjeu pour certains citoyens, il sera possible, durant la même période, d'obtenir une version papier des outils de consultation à la mairie. Bonne nouvelle, une travailleuse de rang est maintenant basée dans les Hautes-Laurentides afin de répondre aux demandes d'aide de la communauté agricole de ce secteur.
Écoute agricole est heureux de présenter Mme Diane Lebrun, bachelière en travail social. Durant les 10 dernières années, elle a œuvré autant dans le domaine communautaire que dans le réseau public de la santé. Elle connaît bien la région et comprend les enjeux que vivent les producteurs, étant elle-même copropriétaire d'une fermette et une adepte de l'autosuffisance. Écoute agricole desservait la région depuis 2015, mais à distance. Une travailleuse de rang sur place était attendue des producteurs et est très bien accueillie. Les services d'écoute et d'accompagnement sont gratuits, confidentiels et personnalisés selon les besoins de chacun. La travailleuse de rang peut être contactée pour toutes sortes de raisons, telles que des problèmes de conflit ou de communication au sein de l'entreprise ou de la famille. Si vous vivez du stress par rapport aux finances, aux conditions météorologiques ou toute autre raison qui vous tracasse ou qui vous occasionne de la détresse, n'hésitez pas à la contacter. Parmi les partenaires financiers, l'organisme remercie la MRC d'Antoine Labelle, où l'on retrouve le plus de fermes. M. Daniel Bourdon, préfet de la MRC d'Antoine Labelle et maire de la ville de Mont-Laurier, souligne qu'offrir un support et un accompagnement aux entrepreneurs et aux employés du secteur est bien plus qu'une nécessité. La ressource d'écoute agricole permettra aux agriculteurs et producteurs et aux transformateurs d'obtenir des services adaptés à leurs besoins, en plus de les accompagner dans la réalisation de leurs activités agricoles ayant un impact favorable sur le développement et la diversité du territoire. Pour l'année 2023, la MRC d'Antoine Labelle a offert une aide financière de 5 000 $ dans le cadre du plan d'action 2022 du PDZA. Les producteurs auront l'occasion de croiser Mme Lebrun jusqu'à la fin de l'automne, car elle fera le tour des fermes de Haute-Laurentide pour se présenter et faire la promotion de la santé mentale en agriculture. Ces visites de courtoisie sont possibles grâce au soutien d'un don de 20 000 $ de Belle Cause qui a sélectionné Écoute agricole en 2023 dans leur programme. La MRC d'Antoine Labelle annonce des travaux de remplacement de ponceaux et de remplacement de tabliers sur le parc linéaire Le Petit Train du Nord dans les secteurs de Mont-Laurier, Lac-Saguet et Nominègue. Ces travaux débuteront dans les prochains jours et s'échelonneront sur deux périodes de 4 semaines. Les premiers travaux consistent au remplacement de 6 ponceaux, au nettoyage d'un ponceau et au reprofilage et creusage de fossés sur 250 mètres dans le secteur de Lac-Saguet au kilomètre 159 et de Mont-Laurier au kilomètre 197. Ainsi, pour assurer les conditions favorables d'utilisation de la piste, les travaux impliqueront également la préparation de la surface granulaire, les travaux de pavage d'une couche unique en enrobé, ainsi que le rechargement, la mise en forme des accotements en terre végétale et l'encensement sur les 6 zones d'excavation. Le conseil de la MRC, lors de sa séance de juin dernier, a octroyé un contrat de 365 617 $ à l'entreprise Lassalle et Frères. Les seconds travaux consistent au remplacement d'un tablier de pont dans le secteur de Lac-Saguet au kilomètre 159 et 2 tabliers de pont dans le secteur de Nominègue au kilomètre 154. En plus du remplacement du platelage, les travaux comprennent le remplacement des garde-corps, des ponts et des garde-corps hors pont. Ces travaux seront réalisés par l'entreprise Gelco Construction. Un contrat de 339 176 $ leur a été octroyé par le conseil de la MRC lors de sa séance de mai dernier. Ces travaux à réaliser avant la période de gel sont d'une durée estimée de 4 semaines pour chacun des chantiers. Pendant ce temps, la piste sera entravée à plusieurs endroits. Des voies de contournement sont prévues afin de permettre aux usagers du Petit Train du Nord d'utiliser l'infrastructure. De la signalisation sera également installée aux abords de la piste. Les utilisateurs et les travailleurs sont invités à respecter la signalisation et la réglementation en vigueur afin d'assurer la sécurité de tous. Les informations concernant les travaux et les voies de contournement seront disponibles sur les pages Facebook du Parc linéaire Le Petit Train du Nord et de la MRC d'Antoine Labelle. La ville de Mont-Laurier, en collaboration avec Loisirs Laurentides et la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides, a procédé le mois dernier à l'inauguration d'une nouvelle œuvre d'art au centre-ville de Mont-Laurier issue du projet Empreinte. Pour l'occasion, Suzanne Parisé, mairesse suppléante de la ville de Mont-Laurier, ainsi qu'Hélène Lauzon, directrice générale de Loisirs Laurentides, Dominique Brisson, agent de développement loisirs culturels et événementiel de Loisirs Laurentides, étaient accompagnés de Karine Daou, porte-parole des Journées de la culture, et de Yoann Desmarais, directeur de la Société d'histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides.
Cette œuvre photographique est disponible dès maintenant à proximité de la Gloriette située aux chutes du rapide de l'Orignal. Le projet Empreinte vise à faire découvrir les 16 sociétés d'histoire et de généalogie des Laurentides dans un projet régional qui démontre l'importance de l'implication des personnes liées à ces organisations. De plus, ce projet permet à un auditoire encore plus grand de connaître tout le bagage et tous les trésors qui sont à leur portée tout près de chez eux ou à proximité dans la découverte de la belle région des Laurentides. L'inauguration de cette œuvre a eu lieu dans le but de souligner le début des Journées de la culture à Mont-Laurier qui ont eu lieu du 29 septembre au 2 octobre. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de procéder au lancement de l'appel de dossier en prévision de la tenue de la prochaine édition du Marché de Noël chez les artistes qui se déroulera le 9 décembre à l'Espace Théâtre de 10h à 17h. Pour la 7e édition, le Marché de Noël chez les artistes est à la recherche d'exposants des secteurs suivants: les métiers d'art, les arts visuels et produits gourmands artisanaux. Cet événement propose une expo-vente voulant célébrer les objets uniques conçus par les créateurs de la région. Les artistes désirant déposer leur candidature doivent remplir le formulaire disponible sur le site web de la Ville avant le 20 octobre. Les candidatures peuvent être envoyées par courriel au ramsey@villemontlaurier.qc.ca ou en version papier à l'Hôtel de Ville. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez visiter le site Internet de la Ville de Mont-Laurier ou téléphoner au 819-623-1221 au poste 703. Revenez-nous après la pause. La Ville de Mont-Laurier a procédé à l'inauguration d'une plage accessible pour tous et adaptée pour les personnes à mobilité réduite à la plage du Lac des Sources la semaine dernière dans le cadre de la 3e édition du budget participatif citoyen. Pour l'occasion, les membres du conseil municipal et Katrina Lasselle, gagnante de cette dernière édition, ont procédé à la coupure de ruban officiel. Ce projet, à la hauteur de 25 000 $, aura permis l'installation d'une cabine de change incluant une table à langer pour adultes ainsi qu'un tapis et un fauteuil roulant pour l'accès à l'eau. Le réaménagement de la plage et l'ajout de rampes et de tapis faciliteront les déplacements pour les personnes à mobilité réduite pendant les périodes estivales. Ces installations et cet équipement seront disponibles pour l'ensemble des citoyens dès l'été prochain. Rappelons que ce projet avait cumulé une majorité de 25 % des votes effectués par les citoyens lors du processus du budget participatif. La Ville de Mont-Laurier vous invite déjà à réfléchir quant au projet structurant que vous aurez la chance de déposer dès la semaine prochaine dans le cadre de la 4e édition du budget participatif citoyen. En nouveauté cette année, un budget de 30 000 $ sera réservé par le conseil municipal pour la réalisation du projet qui aura obtenu le plus grand nombre de votes auprès des citoyens. Par le biais de ce processus démocratique, le conseil municipal offre aux citoyens le pouvoir d'agir en décidant de quelle façon sera dépensée une partie du budget d'immobilisation de la ville. Vous êtes sollicité de 2 façons, soit en proposant des projets ou en votant pour l'un ou l'autre des projets finalistes qui seront dévoilés au cours de la prochaine édition. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de convier les nouveaux résidents de Mont-Laurier à une activité de café-causerie le samedi 11 novembre de 9h à 11h à l'Hôtel de Ville. En présence des membres du conseil municipal, ils auront ainsi la chance de découvrir les services offerts à Mont-Laurier en plus des activités proposées. Pour y participer, une réservation est requise en remplissant le formulaire disponible au villemontlaurier.qc.ca, section Nouveaux résidents, ou en composant le 819-623-1221 au poste 110. Dans le cadre de la planification stratégique 2023-2025, le développement d'outils d'accueil des nouveaux citoyens demeure l'une des actions à poursuivre et à bonifier au cours des prochaines années. À la suite de la publication du guide du nouveau résident l'année dernière, le Conseil propose désormais un café-causerie afin de rencontrer les résidents et de mieux les informer quant aux services offerts sur le territoire. Rappelons que le guide du nouveau citoyen est disponible à la bibliothèque de Mont-Laurier et en version numérique au villedemontlaurier.qc.ca. À l'occasion de la 25e édition de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, les bibliothèques de Mont-Laurier sont fiers de célébrer l'évolution de ces services sur le thème « Vous avez changé, vous biblio aussi ».
du 14 au 21 octobre. Cette année, la semaine mettra en lumière l'évolution du rôle social des bibliothèques publiques qui sont toujours présentes pour répondre aux besoins de leur communauté. En effet, les bibliothèques publiques suivent le mouvement de la société, que ce soit au niveau des mœurs, des collections, de l'aménagement ou de l'architecture. En fréquentant ces lieux accueillants, les Québécois peuvent profiter d'une panoplie d'œuvres, d'activités et d'outils actuels répondant à leurs besoins. Il est important que les établissements culturels évoluent en adéquation avec la société. Par ailleurs, la nouvelle construction de la bibliothèque de Mont-Laurier, prévue au cours de la prochaine année, permettra d'offrir des services à la fine pointe de la technologie pour ses utilisateurs. En tant qu'institution culturelle la plus fréquentée au Québec, la bibliothèque publique est une ressource unique pour tous les citoyens. Elle est un lieu vivant, dynamique et répond aux besoins de sa population en matière de culture et d'activités dédiées aux familles et aux enfants, de sources d'informations fiables et variées, de littératie sous toutes ses formes et d'éducation, de programmes favorisant la lecture et l'apprentissage et de ressources et services aux citoyens. Plusieurs activités auront lieu dans les bibliothèques publiques participantes partout à travers le Québec. Les bibliothèques de Mont-Laurier proposeront une exposition des affreux, un atelier découverte quant aux ressources numériques disponibles et la populaire vente annuelle de livres usagés les 19 et 20 octobre de 16h à 18h et le samedi 21 octobre de 10h à 13h à l'espace Biblio à Mont-Laurier. Pour plus de détails et pour la programmation complète, visitez le biblio.villemonlaurier.qc.ca. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de vous inviter à sa première édition de l'étrange samedi d'Halloween qui se tiendra le 28 octobre prochain au parc Toussaint-la-Chapelle ainsi qu'au centre sportif Jacques-Lesage. Pour l'occasion, la Ville de Mont-Laurier vous invite à une foule d'activités gratuites qui se dérouleront au parc Toussaint-la-Chapelle dès 10h. N'oubliez pas votre costume. Il y aura concours de citrouilles, défilé de costumes d'Halloween, de l'animation et ne manquez surtout pas le spectacle monstrueusement monstrueux. Les activités sont idéales pour tous les membres de la famille. De la nourriture et des grignotines seront également en vente sur le site. En soirée, dès 18h, la Ville vous propose un patin libre gratuit aux couleurs de l'Halloween au centre sportif Jacques-Lesage, tout en offrant une programmation de films d'horreur présentés à la salle McLaren du centre sportif jusqu'à 23h. Au menu, plein d'activités gratuites. Pour consulter la programmation complète, visitez le villedemontlaurier.qc.ca, section événements. La Ville de Mont-Laurier est très heureuse de dévoiler sa nouvelle campagne de sensibilisation qui présente des ambassadeurs locaux afin de mettre l'accent sur la mobilité active en milieu urbain. Dès cette semaine, des panneaux routiers seront ajoutés aux abords de la piste cyclable urbaine, démontrant qu'il est possible d'opter pour un moyen de transport économique et éco-responsable à Mont-Laurier dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour aller au travail, se rendre à l'école, faire les courses ou aller jouer au parc en famille, enfourcher son vélo est une solution qui permet de combiner mobilité et saines habitudes de vie. À la suite d'une première campagne déployée en mai dernier en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, axée sur la sécurité, la Ville de Mont-Laurier présente cette fois-ci une campagne inspirée par le quotidien des ambassadeurs locaux. La Ville de Mont-Laurier remercie chaleureusement les citoyens participant à cette démarche inspirante qui souligne le premier été de l'implantation du réseau cyclable urbain à Mont-Laurier. De nouvelles phases du plan cyclable urbain sont également prévues au cours des prochaines années afin de desservir entre autres les quartiers résidentiels jusqu'aux infrastructures à proximité du centre-ville. Financé par le gouvernement du Canada par le Fonds de relance des services communautaires, Loisirs Laurentides est heureux d'annoncer l'obtention d'un financement de 77 504. Ce financement permet à Loisirs Laurentides de s'assurer des services d'une ressource dédiée au secteur bénévolat, de bâtir un plan d'action pour le secteur bénévolat à l'intérieur duquel nous retrouverons l'automatisation du service de recrutement des bénévoles disponible auprès des membres, l'achat d'équipements informatiques et une activité de reconnaissance pour les bénévoles sous la forme d'une demi-journée de formation. Le Fonds de relance des services communautaires est un investissement de 400 millions de dollars du gouvernement du Canada pour aider les organismes communautaires, y compris les organismes de bienfaisance, les organismes sans but lucratif et les corps dirigeants autochtones, à s'adapter ainsi qu'à moderniser leurs organisations. Le gouvernement du Canada fournit le Fonds de relance des services communautaires par l'intermédiaire de 3 financeurs nationaux, la Croix-Rouge canadienne, la Fondation communautaire du Canada et United Way Centraide Canada.
Voilà, c'était tout pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.